Merci, Madame Obono. Oui, merci Monsieur le Président, Madame la rapporteuse. Je vais aller dans le sens des interventions précédentes parce que c'est votre amendement demande de suppression et votre explication va à l'encontre effectivement de ce que nous a dit la garde des Sceaux sur l'importance, la force que voulait donner au gouvernement ce projet de loi et sur le sens même de nos travaux parlementaires. Effectivement, le Sénat a été saisi de ce texte, a fait un travail d'amendement, ce qui est un droit constitutionnel. Ce n'est pas des pratiques subversives ou inconnues. C'est également ce que nous sommes censés faire. Nous avons présenté un certain nombre d'amendements, y compris pour certains articles, pour étendre encore plus et permettre que la transparence et la confiance puissent être retrouvées sur l'action publique. Et en fait, ce que vous nous dites, c'est que tout ça ne sert à rien, parce que de toute façon, on en discutera après, mais en même temps, il faut faire très vite maintenant, dans les circonstances que l'on sait, cette loi pour dire qu'on a fait une loi, en fait, mais qui est à laquelle on enlève tous les véritables outils et pouvoirs réels de faire la transparence et de recréer de la confiance. Donc, effectivement, c'est une argumentation qui est complètement contradictoire et qui va à l'encontre des intentions, encore une fois, et des souhaits présentés et rappelés sans cesse par le gouvernement et qui n'aident pas à la confiance, ne serait-ce qu'au sein de l'Assemblée, dans la volonté du gouvernement et peut-être de la majorité, si elle va dans le sens de ces préconisations sur, écoutez, le sens de nos travaux à l'Assemblée et du pouvoir qui nous est donné et des responsabilités qui sont les nôtres données par les citoyens. Rapidement, je voulais aussi intervenir sur la méthode et par rapport à ce que vous disiez, Madame la rapporteuse, sur le fait de faire un véritable travail parlementaire plus tard. Qu'est-ce que nous faisons maintenant ? N'est-ce pas un véritable travail parlementaire? Ou alors, on considère que, comme vous le disiez, Monsieur le Président, il s'agit de travailler à marche forcée et de vider l'Assemblée nationale et les représentants de leurs responsabilités et de leurs fonctions. Parce que à retoquer effectivement tous les amendements du Sénat et du coup tous les amendements que nous pouvons poser par la suite, c'est éviter d'avoir un débat et éviter d'avoir un projet de loi qui est effectivement des outils et du sens pour l'action que vous prétendez vouloir mener sur la question de la confiance et de la transparence. Excusez-moi, à mon collègue d'En Marche et à mes collègues d'En Marche, mais ici, il ne s'agit pas, nous ne sommes pas l'Assemblée nationale En Marche. Nous sommes l'Assemblée nationale. Et effectivement, il y a, y compris le projet de loi actuel, des dispositions dont vous parlez, sur lesquelles on peut se mettre d'accord, on l'a dit. Toutes les dispositions qui vont dans le sens voilà, qui nous convient, nous pourrons les voter. Mais il s'agit là d'un débat plus large qu'un débat sur le projet d'En Marche. Nous ne sommes plus en période d'électorale, nous sommes en période de législature, où nous devons, oui, vous êtes majoritaire peut-être, mais nous sommes dans une Assemblée nationale qui est censée discuter largement et avoir un débat constructif, et y compris notre travail en tant que député n'est pas simplement de retranscrire le programme d'En Marche ou de quelques organisations ou partis que ce soit, c'est d'écrire des lois qui puissent s'appliquer et permettre aux citoyens et aux citoyennes de se réapproprier la question politique, de croire à nouveau que les institutions servent l'intérêt général. Et donc, c'est de l'intérêt général qu'il s'agit ici. Et les propositions qui vont dans ce sens-là devraient faire écho, y compris à ce que vous avez pu défendre dans votre programme, mais au-delà. Sinon, véritablement, je repose la question, y compris à mes collègues d'En Marche, à quoi pensez-vous que nous servirions ces 5 prochaines années s'il ne s'agit que d'appliquer les alinéas et les virgules du programme d'En Marche? Vous avez la parole. Non mais, j'ai bien compris des quelques interventions que un certain nombre de membres de la majorité ne souhaitaient pas travailler sur un texte sur l'action publique. Voulait que ce soit restreint et voulait en rester au périmètre défini par le gouvernement. Mais le texte qui nous est soumis ici est plus large que ça. Alors on aurait pu, voilà, et je pense qu'il va y avoir des propositions pour changer, pour restreindre, mais dans ce cas-là, et j'en reviens, y compris à l'intervention de la garde des Sceaux hier, quand elle indiquait en préliminaire que ce texte symbolique, important, n'avait pas pour but de pointer du doigt les parlementaires, etc. Et quand, en fait, tout ce que vous dites là, ou les réactions que moi j'entends là, c'est de dire on ne veut pas que ce soit plus large, et en fait, on veut restreindre, là, il y a une contradiction que vous n'expliquez pas.
que vous n'argumentez pas et à laquelle vous répondez par des votes en bloc qui suppriment toute possibilité de débat. Et excusez-moi, mais je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'effet que ça donne là, y compris pour un certain nombre de collègues, et je pense plus largement quand il va falloir expliquer pourquoi on se refuse à avoir une action véritable, à se donner des outils qui sont de notre ressort pour répondre à des cas concrets qui se sont présentés. On fera des évaluations. Nous avons une mission de contrôle et on pourra les faire. Mais là, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de prévenir des choses très claires, très concrètes qui ont été notifiées et que la majorité se refuse de le faire et en même temps va emballer tout ça dans un discours symbolique très fort sur la confiance, etc. Vous discréditez encore plus notre fonction et les prétentions et les intentions présentées par la majorité. Et je pense que là, ce que vous faites, après on a d'autres amendements qui peut-être passeront. Et vous pourrez vous gargariser du fait que ceux-là sont passés. Vous voyez, on est démocrate, mais ce n'est pas vrai. Ce que vous faites là, en retoquant systématiquement tous les amendements proposés, y compris pas juste par la France Insoumise, là vous voyez bien qu'il y a quand même un accord de différents groupes sur des choses très concrètes. C'est que vous donnez le signal qu'en fait cette loi ne sert à rien d'autre qu'à servir la communication présidentielle et du gouvernement pour prétendre qu'il y a de la transparence, mais ne donne pas les moyens et surtout attaque précisément les parlementaires qui sont censés faire le travail et dont on ne permet pas qu'ils fassent leur travail. C'est ça le signal politique que vous donnez. Oui, j'ai du mal à comprendre la présente argumentation de Madame la rapporteuse, étant donné qu'elle venait d'indiquer précédemment qu'il fallait prendre le temps, écouter y compris les organisations concernées. Là, vous venez de dire par ailleurs que nous avons reçu le président de la Haute Autorité qui a indiqué qu'il pensait qu'il fallait étendre, qui allait dans le sens de l'amendement du Sénat. Et en fait, là, vous êtes en train de défendre le contraire. C'est-à-dire que sur cet amendement-là, vous défendrez le contraire de ce que vous avez dit et ce sur quoi vous avez argumenté pour le précédent amendement. Donc voilà, à un moment donné, comment comprendre une telle contradiction d'un amendement à l'autre? Nous avons un avis de l'autorité en question qui demande à ce que les pouvoirs de communication soient étendus. Ça va dans le sens de ce qui est demandé et vous expliquez qu'il faut les restreindre sans argumentation. Oui, rapidement, parce qu'effectivement, il y a plusieurs sujets qui se télescopent, mais je ne reviens pas sur ce qu'a dit mon collègue Bernalicis, mais ce qui apparaît aussi dans l'intervention des collègues qui parlent effectivement du financement et des problèmes de financement des collectivités territoriales, de communes, etc., c'est la question de la non-compensation par l'État des dotations dues aux collectivités. Et là, pour le coup, c'est un débat sur le budget et qui concerne effectivement les députés et des choix qui sont faits à un moment donné du fait des décisions de décentralisation sans compensation au niveau des collectivités. Et donc, effectivement, là se pose la responsabilité de l'Assemblée nationale d'accepter tel ou tel budget. Mais voilà, et je pense que pris par ce bout-là, on parle à la fois de la responsabilité nationale des députés et des choix qui sont faits en termes de répartition budgétaire et de faire en sorte qu'effectivement toutes les communes puissent bénéficier et n'aient pas besoin effectivement d'aller demander individuellement en fonction de pourquoi telle association plutôt que telle autre, pourquoi telle dépense plutôt que telle autre, alors que les communes devraient être financées en fonction des besoins et pas de l'entre-gens tout à fait légitime de telle association ou de tel responsable local. Donc il me semble que c'est cette question nationale de la non-compensation qu'il faudrait aborder pour résoudre ces questions de financement et ne pas reposer tout sur les distributions effectives des députés. Il s'agit d'un amendement qui a pour but d'encadrer l'action des lobbyistes et de faire en sorte justement qu'on ne cible pas simplement les agents et les élus, mais les personnes susceptibles de créer le conflit d'intérêts et d'influencer les parlementaires. Et donc cet amendement a pour but de restreindre
très fortement donc la présence des lobbyistes, y compris pour donner l'exemple et montrer que nous sommes très clairement engagés pour la transparence et redonner confiance. Il nous semble important donc de rappeler aux parlementaires qu'ils doivent déclarer les cadeaux de moins de 150 €, fermer la porte du Parlement aux représentants d'intérêt qui viennent s'entretenir avec les parlementaires pour les influencer, renforcer considérablement l'outil de transparence qui constitue le répertoire numérique des représentants d'intérêt qui était resté jusqu'à ce jour une coquille vide, et élargir le périmètre de surveillance de la haute autorité pour la transparence de la vie publique en lui permettant de contrôler un ensemble d'individus qui lui échappaient auparavant lorsqu'ils allaient reprendre une activité après un travail à des postes publics où ils ont récolté des informations sensibles. Donc il nous semble que dans le cadre d'un travail même sur la vie politique, puisque là il s'agit concrètement de l'action politique et de l'action des parlementaires, cet amendement pourrait trouver l'approbation d'une majorité, puisqu'il s'agit là d'encadrer de manière très précise l'action des parlementaires et surtout les influences qu'ils pourraient subir et que nous voulons tous éviter. Oui, non, mais je comprends le souci et effectivement, il y a nécessité de clarifier. Mais déjà, quand on parle de népotisme, de quoi parle-t-on? Le népotisme, c'est pas en soi d'employer quelqu'un de sa famille, c'est de favoriser au détriment d'un processus normal quelqu'un de sa famille. Donc voilà, déjà soyons clairs sur l'objet que l'on veut empêcher. C'est le favoritisme, c'est pas d'avoir des membres de sa famille. Donc effectivement, il y a des propositions qui vont dans le sens de clarifier les processus de sélection. Voilà, pas des personnes, les processus de sélection pour permettre que les choses soient plus claires. Il a été question de profil de poste, il a été question d'un statut des collaborateurs et des collaboratrices. Et donc c'est là-dessus qu'il faut clarifier les choses et mettre en place un cadre. Et je pense qu'on permettrait, y compris, je ne crois pas que notre rôle soit simplement de rassurer les citoyens et les citoyennes, mais de faire en sorte qu'on ait des processus et des fonctionnements qui sont clairs, qui ne rassurent pas simplement les citoyens pour leur dire, voilà, vous pouvez dormir tranquille. Non, il faut que le processus d'organisation de l'Assemblée, le fonctionnement soit clair, transparent, démocratique, etc. Donc c'est pas simplement voilà, pour dire on fait quelque chose à la va-vite et comme ça on pourra dire qu'on l'a fait. Il faut vraiment qu'on ait nous-mêmes les outils qui permettent de mieux travailler. Et je pense qu'il y a des propositions qui vont dans ce sens-là. Donc plutôt que de se noyer, même si le souci il est juste, et je pense qu'on le partage tous et toutes, plutôt que de se noyer dans des débats de définition et de voir à quel degré, sans remonter aux Romains, voilà, la famille large, proche, etc., chacun a sa conception et elle est légitime, mais plutôt que de se noyer dans ces détails, essayons d'avancer sur des questions objectives que l'on peut faire et que l'on peut entériner dès à présent sur les propositions qui sont faites par ailleurs. L'amendement suivant, le 54, Madame Obono. Alors on voit quand même dans le débat, on est passé d'une longue discussion et très intéressante sur les DETR et la question des parlementaires, et on revient sur une discussion plus large, mais ça montre aussi voilà, quel est l'équilibre du texte et qu'il y a quand même un problème sur l'étendue de ce qu'on est censé discuter et qui ne concerne en vérité que les parlementaires. Mais même si l'on partait de l'idée qui a été celle présentée par la majorité, qu'il s'agissait de discuter de la vie politique, à notre sens la question politique est aussi une question large et on peut y inclure la question de la représentativité des organisations d'employeurs, puisque en tant que parlementaires, nous avons récemment voté une loi sur le travail social qui organise les relations au niveau des entreprises et qui détermine un certain nombre de règles. Et donc, il est du périmètre de cette loi de discuter aussi de la transparence et de la question donc, de la confiance qu'on devrait pouvoir avoir envers les organisations, notamment qui siègent dans les organismes paritaires et qui gèrent des budgets, qui gèrent des mandats et qui devraient être aussi soumis à cette exigence de transparence, de confiance qui est le souhait de tous et de toutes. C'est pour cela que nous proposons un amendement qui
impose aux organisations d'employeurs et d'employeuses de prouver leur représentativité par des élections, de la même manière que les organisations de salariés. Nous ne comprenons pas pourquoi est-ce que les organisations patronales seraient soumises à d'autres règles taillées sur mesure, comme c'est le cas des dispositions prises notamment dans la dernière loi El Khomri, et qui sont différentes des organisations de salariés à qui on impose un certain nombre de critères et qui devraient être donc les mêmes pour les organisations patronales, qui devraient être connus et qui permettraient une meilleure pluralité, une meilleure diversité, notamment dans la représentation et puis aussi dans la gestion des mandats et des capacités donc de négociation. Donc cet amendement est un amendement qui favorise la pluralité, la diversité et la transparence. Et nous ne doutons pas que pour améliorer la confiance des citoyens et des salariés dans la vie politique, dans la vie publique, la majorité de nos collègues le voteront. Il est rejeté. Amendement suivant, le 60. Madame Obono. Qui vais le présenter. Écoutez, n'en déplaise à la majorité, et y compris à Madame la rapporteuse, qui considère, à ce qui semble, que la loi ne devrait concerner que les parlementaires et que c'est à ça que se résume la vie publique ou la vie politique. Nous considérons, et souffrez que nous le fassions, et que nous présentions des amendements dans cette commission et sur ce texte pour cela, même s'il faut rester un peu tard, et c'est raisonnable de le faire puisque c'est notre rôle, que la question de la vie publique, même de la vie politique, c'est aussi la question des médias, et que dans la période actuelle, le discrédit qui frappe l'action politique, l'action publique passe aussi par la question des médias. Qui détient les médias et quelle transparence y a-t-il sur la détention des médias? C'est pour ça que cet amendement pose des mesures par rapport à la transparence des publications de presse quant à leur actionnariat, qui n'est pas sanctionné en pratique. Certaines publications sont détenues par exemple par une holding sur l'actionnariat de laquelle aucune information n'est fournie, ce qui anéantit les dispositions de la loi de 1986. Nous avons par exemple le cas de l'Opinion, dont la holding qui possède cet organe de presse est tenu secret, et il n'a été révélé que par, encore une fois, une enquête d'un autre média détenu par ses lecteurs et ses lectrices, Mediapart. Et donc, le présent amendement a pour objet, d'une part, de faire que chaque lecteur et lectrice, le dépositaire d'un droit de connaître qui détient effectivement une publication, et d'autre part, de durcir les sanctions pénales en cas de non-respect, afin de préciser la notion de détention de titres de presse pour celles et ceux appartenant à un groupe. Et il nous semble que cela fait partie et devrait concourir à plus de transparence et plus de confiance des citoyens et des citoyennes dans l'action publique politique. Alors, dans la continuité de l'amendement précédent, cet amendement a pour objet de renforcer les dispositions de pluralisme et anti-concentration. On le sait, aujourd'hui, en France, 80% des médias sont contrôlés par 9 milliardaires, et il nous semble que cela ne favorise ni le pluralisme, ni la confiance dans les choix et les décisions éditoriales qui sont faites, et participe donc au discrédit d'une partie de l'information publique et politique, et donc de la confiance des citoyens et des citoyennes dans le débat démocratique. Nous proposons donc cet amendement afin de notamment diviser par deux le plafond de chalandage des radios, tant en termes de zones desservies que d'audience potentielle cumulée terrestre, d'abaisser de 7 à 2 le nombre d'autorisations télédétenues par une même personne, hors chaire publique, d'abaisser de moitié les seuils pour mettre en œuvre la règle anti-concentration horizontale dite 2/3, et créer un nouveau cas d'exclusion pour les détenteurs de publications non quotidiennes d'information politique et générale, ainsi que d'autres dispositions qui nous semblent faire partie, encore une fois, du périmètre que nous nous sommes donné, que l'on considère vie publique ou vie politique. La question des médias est cruciale dans le débat démocratique, et il faut là aussi de la transparence. Merci. Mais effectivement, comme le dit notre collègue Avia, c'est ce que disait également Madame la garde des Sceaux, en insistant sur l'importance, le symbole, la force. Alors, il y a une déconnexion de notre point de vue entre cette présentation très emphatique et puis le résultat, puisque on pourrait dire,
en vérité que c'est un texte de loi sur la vie parlementaire, parce que l'essentiel, en fait, porte là-dessus, avec quelques incursions sur le gouvernement, le président, mais pas trop, et puis on le restreint. Si on voulait être clair et précis, c'est comme ça qu'on l'intitulerait. Donc, de notre point de vue, et c'est pour le coup cohérent avec ce que nous avons proposé comme vision d'ensemble, si on veut donner une idée de ce qu'il faudrait et de dans quoi s'engage cette assemblée renouvelée, cette assemblée qui porte, y compris des parcours, comme vous l'avez dit, dans la majorité. Voilà, il faut donner une ambition plus grande, ce que nous allons continuer à défendre dans l'hémicycle, et traduire cette ambition plus grande par des mots qui ont un sens autre que des incantations, comme la confiance. Et je pense qu'il faut penser à comment on le présentera auprès de nos concitoyens et concitoyennes, et qu'est-ce qu'ils entendront, autre que des mots valises où chacun met un peu ce qu'il veut, et où on a beau dire et reconnaître et faire le constat d'un discrédit, d'une désaffection démocratique, et relancer à nouveau en expliquant qu'il faut quand même faire confiance quand les gens disent qu'ils n'ont pas confiance. Je pense que c'est un dialogue de sourds et qui traduit mal la volonté affirmée de marquer un coup et de symboliquement expliquer que là, ça va changer, y compris dans le contenu qu'on espère est plus étendu. Et dernier point, on pourra aussi avoir des débats sur le terme de politique, parce que la politique a plusieurs sens, un sens large ou un sens strict. Parce que la politique, c'est l'organisation de la vie dans la cité. Et ça inclut, effectivement, un certain nombre d'acteurs et d'actrices bien plus larges que simplement les parlementaires. Donc on retombe à nouveau sur ce piège entre l'ambition affichée et la réalité de ce qui est proposé par la majorité, ce qui est voté par la majorité en commission. Donc le présent amendement vise à étendre le principe de l'attestation de satisfaction ou non des obligations fiscales par le député, délivrée par l'administration fiscale, aux sénateurs, sénatrices et membres du Conseil économique, social et environnemental. La rédaction de l'article 2, qui ne mentionne pas les sénateurs, sénatrices, alors que l'article 11 de ce même projet de loi mentionne bien l'article 2 est applicable aux sénateurs, mérite donc d'être clarifiée, en plus de voir son champ d'application étendu aux membres du CESE. S'il ressort de l'exposé des motifs de l'avis numéro 39, 33, 23 du Conseil d'État que les membres du gouvernement nouvellement nommés sont tels et eux aussi soumis à une procédure de vérification fiscale, nous estimons que les parlementaires doivent être soumis à une vérification similaire. Donc cet amendement propose la suppression de l'article 3, car l'article 3 refuse de consacrer le principe justement qu'un élu ne puisse cumuler son indemnité d'élu avec d'autres revenus, et encore plus d'exercer une activité professionnelle en plus du mandat parlementaire. Ce principe est d'autant plus évident quand il s'agit d'activités de conseil ou de lobbying, des participations directes ou indirectes conférant le contrôle dans des sociétés dont l'activité consiste principalement dans la fourniture d'activités de conseil, où le mélange des genres entre les fonctions de parlementaire et l'influence rémunérée est d'autant plus intolérable. Nous avons eu ce débat sur la question des conflits d'intérêts. Donc, quand bien même l'article initialement proposé oblige la complétion de la déclaration d'intérêt et d'activité que les parlementaires doivent remettre à la haute autorité pour la transparence de ses participations dans des sociétés de conseil, nous considérons qu'il en va de l'indépendance intellectuelle et financière de rester ferme sur ce principe de non-cumul de rémunération et d'activité avec un mandat parlementaire. Alors, un nouvel amendement de la France Insoumise qui définit... C'est bon ? Pardon ? Ah oui, mais bon. Qui définit les conditions de probité strictes pour les candidats aux élections, mais également les ministres et secrétaires d'État, pour les membres du cabinet et pour les membres du Conseil économique, social et environnemental, puisque nous considérons que pour prétendre à la dignité de telles fonctions en lien avec des politiques publiques, les personnes doivent être exemptes de tout crime et de délit. C'est dans ce sens que nous proposons cet amendement. Pour terminer. Oui, je m'inscris dans les interventions précédentes pour expliquer, puisque nous avons été interpellés sur la cohérence de nos amendements. Vous avez remarqué, si vous avez été attentifs et attentives, ce qui est le cas, je pense, pour tous, que ces propositions s'inscrivent dans les propositions de non-cumul dans le temps et dans le nombre, qui sont une réponse sur le fait de ne pas passer 30-40 ans à être élu et du coup perdre tout contact avec, y compris des pratiques professionnelles d'une part. Donc il y a une cohérence d'ensemble, c'est pas simplement une mesure qui entend répondre à cela. Et puis le débat sur le statut d'élu, je suis vraiment d'accord avec ce qui est dit sur le fait d'assumer que en tant qu'élu, c'est une responsabilité, pas un métier, mais une responsabilité, une fonction particulière.
intermédiaires, étant donné l'objet qui nous occupe, et donc trouver des formes de transition. Mais j'aimerais juste rappeler, y compris, effectivement, il y a une forme d'inégalité entre le privé et le public, mais être dans la fonction publique, c'est aussi avoir des savoir-faire. C'est aussi devoir se former. Et ce n'est pas vrai qu'on revient 5 ans simplement parce qu'on a l'opportunité d'avoir un poste. On ne choisit pas d'ailleurs, y compris les postes qu'on peut avoir. C'est aussi, il y a des particularités. On n'a pas toujours les mêmes postes qu'on avait 5 ans auparavant. Et il y a aussi des savoirs dans la fonction publique. Donc, c'est pas simplement un métier qu'on reprend comme ça. Je tiens à le préciser et à le rappeler. Et donc, il y a aussi des formes de transition qui seraient et qui devraient être nécessaires. Et j'appuie encore une fois ce qui était dit sur la question de la représentativité pour répondre là-dessus sur des CSP, etc. Nous avons proposé un amendement qui était peut-être fait de manière un peu attrayante sur la question de la représentativité des catégories socio-professionnelles dans notre Assemblée. Et là aussi, nous avons une proposition qui est peut-être imparfaite, mais qui entend aussi répondre à cette réalité que nous rappelait notre collègue sur le fait qu'on représente, et je m'inclus là-dedans, y compris une forme d'élite privée-publique, et que si on veut, y compris renouveler le contenu de nos débats et la manière dont on aborde et on voit la réalité du pays, il faudrait que les personnes dont on parle souvent comme des objets qui vont être aux premières loges des lois qu'on vote, soient aussi aux premières loges de cette édition-là. Donc là aussi, c'était peut-être un peu un moment de détente quand ça a été présenté par mon collègue, mais c'est une vraie réflexion que nous portons et qui s'articule dans cette vision globale. L'amendement suivant, c'est celui du groupe La France Insoumise, le CL45. Alors, c'est un amendement qui s'inscrit en partie dans les arguments présentés par mes collègues, mais pas du même point de vue, parce que, de mon point de vue, je suis d'accord avec la proposition de suppression de la réserve parlementaire, pas pour les mêmes arguments parlementaire, pas pour exactement les mêmes arguments que les collègues d'En Marche, et en entendant bien entendu tout ce qu'ont indiqué les collègues sur l'utilité, sur le sens, etc. Mais comme le disait M. Bernalicis, il nous semble que dans le contexte d'austérité budgétaire qui est encore réaffirmé cette année et qui va être réaffirmé quand on parlera du budget, tout ce qui concerne les réserves, les redistributions aux associations, les besoins qui ont été cités relèvent de ces choix globaux d'austérité budgétaire et de non-financement des associations et de non-financement d'un certain nombre de services publics. Et c'est de cette responsabilité qu'il faudra discuter, y compris au moment du débat sur les finances. Donc en cohérence avec, il me semble, le choix de supprimer la réserve parlementaire, et là je rejoins les arguments qui ont été donnés, sur la proposition que nous faisons de rédiger ainsi du coup le nouvel article 9 bis, qui indique qu'il est mis fin à la pratique de la réserve ministérielle, consistant en l'ouverture de crédits en loi de finances par l'adoption d'amendements du gouvernement, reprenant des propositions des membres du gouvernement en vue du financement d'opérations déterminées. L'argument sur l'ouverture de lignes budgétaires a été en partie répondu par mes collègues, mais c'est surtout le signal qui est donné. Il a été question, y compris quand on parlait du titre de la loi ordinaire précédemment, du sens de la mesure proposée, et ce qui apparaît comme proposition du gouvernement et suivie jusqu'à présent par la majorité, c'est qu'en fait on protège effectivement l'exécutif et des pratiques qui, de l'aveu même de l'article 9 bis, ne sont pas suffisamment transparentes et sont autant discrétionnaires que ce qui est reproché à d'autres. Et pourtant, les protège et pourtant les maintient, et on cible encore une fois effectivement les parlementaires. Et de ce point de vue-là, voilà, ça s'ajoute au problème de confiance, justement, qu'on pourrait avoir et que vous essayez de restaurer, non seulement vis-à-vis des citoyens et des citoyennes, mais ne serait-ce que vis-à-vis de cette Assemblée. Et c'est, de mon point de vue, politiquement, et pas juste médiatiquement en termes de communication, mais politiquement intenable d'expliquer pourquoi, aller expliquer aux citoyens et citoyennes qu'on applique des règles aux parlementaires, mais pas aux ministres et pas au gouvernement. À mon sens, c'est intenable, et c'est pour ça que je vous enjoins à voter cet amendement de rédaction de l'article 9 bis.